Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle pause garage. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur le circuit d'Albi pour essayer une marque qui débarque en Europe, une marque sino-américaine, Ceres, en l'occurrence avec un petit SUV, le Ceres 3. Exactement. Et attends, qu'est-ce que c'est que ça là? Quoi? Ça ne contient pas de communication commerciale. T'es au courant que les trucs qu'on met au montage, on les voit pas au tournage? Oui, mais maintenant je suis obligé d'expliquer. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Ceres nous a contactés afin qu'on réalise une vidéo pour eux à propos de cette Ceres 3. Et nous, on n'aime pas trop ce genre de choses, on aime bien avoir notre liberté d'expression. Résultat, on leur a demandé s'ils étaient d'accord qu'on réalise un essai à proprement parler. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont dit oui. Donc vous allez aujourd'hui avoir le bon, également le mauvais côté de cette Ceres 3. Eh bien, il est temps de passer à l'essai. Comme je vous le disais, cette 3 de la marque Ceres est toute nouvelle en Europe. Elle fait partie d'un grand groupe, DFSK. DFSK. Ouais. Comme Dominique Strauss-Kahn. Non, pas du tout. Ah. Il s'agit en fait d'un partenariat technique entre plusieurs marques chinoises, Dongfeng, DF et Sokon SK. Alors si Ceres et Sokon, ça ne dit pas grand-chose à grand monde, par contre Dongfeng, là, ça doit quand même parler. Il s'agit du deuxième plus grand constructeur chinois derrière la SAIC qui détient notamment MG et qui s'est fait connaître en Europe pour ses forts partenariats techniques avec notamment Renault depuis 2013 et surtout Peugeot Citroën depuis 1992. Oui, ok, mais là tu fais un peu de l'archéologie. Reviens un petit peu à la Ceres si tu veux bien. SF Motor a été fondée en 2016. C'est l'ancien nom de Ceres. Et vous savez qui a fondé cette marque? Eh bien, le fondateur et ancien PDG de Tesla Motor. Elon Musk? Mais non! Elon Musk n'est intervenu dans Tesla qu'en 2004 en tant qu'investisseur principal. Tesla a été fondée en 2003 par Mark Tarpenning et Martin Eberhard. Et c'est d'ailleurs ce dernier qui a fondé Ceres en 2006. Et les voitures sont conçues à Santa Clara aux États-Unis. Par contre, elles sont vendues en Chine. C'est toute la nuance. Ah oui, mais alors ça veut dire qu'il y a un joint aventure avec un constructeur local, Sokon, qui travaille sous l'égide de DFSK. Donc mon cours d'archéologie servait à quelque chose. Exactement. Et là, tu montes d'un point dans mon estime. Tu as combien? 1. Ah. Alors, la gamme Ceres pour l'Europe se limite actuellement à un modèle, la 3 que vous avez ici. Mais Ceres va débarquer avec deux modèles supplémentaires. Tout d'abord, la 5 qui sera un SUV familial et qui arrive ici à la rentrée 2021, mais également la 7, une voiture que j'attends énormément et qui vient concurrencer directement la Ford Mach-E. C'est un SUV à haute performance qui développera 1088 chevaux. Ça montre donc que Ceres a de fortes ambitions pour le marché électrique européen, mais aussi, avec ce qu'on a vu, qu'il dispose d'une puissance financière suffisante pour l'assumer avec la puissance financière de Dongfeng derrière. Exactement. Et je pense à un truc, il va vraiment falloir que les constructeurs européens historiques se réveillent. Parce qu'avec une offensive chinoise comme celle-là, s'ils veulent survivre, il va falloir faire quelque chose. Ok, c'est un autre débat. Maintenant, revenons-en un peu à cette Ceres 3. Alors, si cette Ceres 3 est un modèle tout neuf pour nous, Européens, il faut savoir en fait qu'il s'agit du modèle exportation de la Dongfeng Fenggon, un modèle qui a été présenté officiellement au Salon de Shanghai le 16 avril 2019. En Chine, ce modèle est vendu sous plusieurs blasons différents et on le retrouve en essence, plug-in hybride et en électrique. Et il faut savoir que pour nous les Européens, nous ne disposons que de la version électrique. Ce n'est donc pas un modèle qui a été conçu spécialement pour nous les Européens. Oui, et pourtant on lui retrouve quand même des jantes de 18 pouces, ce qui est assez étonnant pour une voiture chinoise. Et un montant C qui est étonnant. Avec cette ligne en forme de vague ici qui remonte sur l'aile arrière, ça donne un sentiment au véhicule de plonger vers l'avant. C'est assez... C'est surprenant parce que c'est pas du tout ce qu'elle donne l'impression en photo. Exactement. En photo, on a l'impression de voir un véhicule assez banal et en fait, pas du tout. Il va réellement se démarquer dans le trafic. Et ça, c'est très intéressant pour une marque chinoise qui débarque chez nous. La Ceres 3 se présente comme un petit SUV tout à fait comparable à un i2008 ou à un MG ZS. Mais qu'est-ce que tu fais? Et je mesure la voiture. Continue. Le Ceres 3 fait donc 4,38 m de long, 1,85 m de large et 1,65 m de haut avec une garde au sol de 18 cm. Ah ouais, mais moi, j'ai pas du tout ça. Mais là, tu calcules en impérial. Hein? Tu calcules en pouces. Quoi? Non, rien, laisse tomber. Techniquement, nous avons affaire à une traction avant avec le moteur placé à l'avant, suspension McPherson à l'avant, essieu de torsion à l'arrière. C'est une architecture absolument traditionnelle, archi-classique.
mais pour les véhicules thermiques. Parce que pour les véhicules électriques, ce n'est pas encore une architecture qui s'est généralisée. Si on prend les exemples des Tesla 3 par exemple, ou encore de la Hyundai Ioniq 5, eh bien le moteur et les roues motrices sont placés à l'arrière. Non, ici, on garde une architecture plutôt traditionnelle pour monsieur et madame tout le monde. Sous le capot, on va retrouver un moteur à aimant synchrone qui développe 163 chevaux et 300 Nm de couple. Et c'est bien suffisant pour mouvoir les 1765 kg du véhicule en ordre de marche. Meilleur exemple, le 0 à 100. Il est réalisé en moins de 9 secondes. La batterie utilisée dans cette voiture se trouve en fait à plat dans le plancher, ce qui permet de descendre le centre de gravité. La technologie utilisée est en fait une batterie NMC, soit nickel, manganèse, cobalt. L'intérêt de cette batterie, c'est en fait la densité énergétique. On peut mettre plus d'énergie dans une plus petite taille. Mais n'ayez pas peur, c'est une technologie qu'on connaît très bien, puisqu'on l'utilise déjà dans la BMW i3, mais également dans beaucoup d'autres modèles. Fabien, on n'oublie pas de parler de la recharge aussi. Alors pour la recharge, il y a 3 possibilités. La première, c'est celle qu'on connaît tous, c'est la prise 230 volts, comme vous branchez votre téléphone. Et bien pour recharger cette batterie de 0 à 100%, il faudra compter 18 heures. La deuxième possibilité, c'est la wallbox que vous allez par exemple installer dans votre garage, qui en courant alternatif permettra, avec ses 6,6 kW, de charger de 0 à 100% en seulement 8 heures. Et la dernière possibilité, c'est la borne de recharge publique, la borne de recharge en courant continu, qui permettra, avec des puissances allant jusqu'à 100 kW, de charger de 20 à 80% en seulement 30 minutes. Et pourquoi tu ne charges pas à 100%? Oui, mais là tu commences à teaser nos prochaines vidéos et ça c'est pas cool. On ne charge pas jusqu'à 100% à la même vitesse. On est obligé de ralentir. Faites-les sécher vous. Prenez une bouteille d'eau, vous la mettez sous le robinet et vous ouvrez à pleine puissance les 100 kW. Vous allez voir que si vous ne ralentissez pas, au moment où vous arrivez aux 80% de la bouteille, vous allez en mettre partout. C'est la même chose ici. Le CRS3 est affiché à un tarif particulièrement agressif, ce qui permet au grand public d'avoir accès à l'électromobilité sans avoir à faire de compromis, que ce soit au niveau de l'autonomie ou de l'habitabilité par exemple. Tout à fait. En France, ce tarif agressif pour la version de base commence à 31 990 €. De ça, on peut déduire bien évidemment le bonus écologique français de 6 000 € et une prime à la conversion allant de 1 500 à 5 000 €. Ce qui fait que pour le particulier, Marc, on a ici un tarif de base de 20 990 €. Oui, en Belgique, le tarif de base est très intéressant, mais il est beaucoup plus élevé. C'est 32 690 € à cause de la TVA qui est supérieure et de l'absence d'aide gouvernementale en tout genre. Mais ça reste un tarif très intéressant, mais pourtant je ne recommande pas cette version de base parce qu'il y a des lacunes dans l'équipement, notamment sur le plan sécuritaire où la voiture se satisfait de 2 airbags frontaux seulement. Effectivement, ce qu'on vous recommande plutôt, c'est la version Luxury qui est beaucoup plus équipée avec une pléthore d'équipements. Tu sais me citer tous les équipements qu'elle a en plus? Oui, mais on va plutôt faire confiance à la voix off. Oh, elle a bon dos, la voix off. Heureusement que j'ai mes notes parce que des équipements supplémentaires, il y en a un paquet. Bon, la version Luxury dispose donc de ces équipements supplémentaires suivants. Airbags latéraux et rideaux, avertisseur de sortie de voie, système anti-collision, système audio à 6 haut-parleurs, siège avant chauffant, régulateur de vitesse, caméra 360 degrés, toit ouvrant panoramique, rétroviseur rabattable électriquement, dashcam, vérin de capot, éclairage de courtoisie pour les pare-soleil, range-lunettes, barre de toit, aide au stationnement avant, éclairage full LED, recharge par induction du téléphone et enfin le système clé main libre. Merci monsieur. Hop là. Alors, dans cette voiture, la première chose qu'on constate, c'est ce style. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On a une planche de bord assez sportive, mais également très élégante. On retrouve un petit peu la ligne sportive dont je vous parlais tout à l'heure à l'extérieur avec ce montant C. On a l'impression que la voiture penche vers l'avant, c'est assez sportif. Eh bien, c'est la même chose à l'intérieur. C'est un peu rappelé ici également avec cet aluminium. C'est très joli. Alors, au niveau de la finition, on retrouve d'abord un plastique moussé sur le dessus. Ça, c'est une très bonne chose. Un simili-cuir ici qui est également moussé. Et on a un volant en cuir avec des commodos. Tout est très, très bien fait. Après, ça souffle un peu le chaud et le froid. C'est-à-dire que tout ce qui va se trouver sur le dessus du tableau de bord, tout ce que vous avez à vue est qualitatif. Par contre, pour le reste, à part bien sûr ici la console centrale avec le levier de vitesse que je vais vous montrer dans un instant, et bien tout le reste, ce sont des plastiques bon marché. Alors je vous le disais, la première chose, je vais vous montrer la boîte à vitesse qui est ici. Donc quand on démarre la voiture, un peu comme chez Jaguar, on a ce levier de vitesse qui sort, je trouve ça très élégant. La deuxième chose au niveau technologique, ce sont les deux écrans de 10 pouces qu'on a ici. On a un premier écran ici derrière qui nous donne pas mal d'informations pour la conduite, comme l'autonomie, la puissance utilisée, la batterie et ainsi de suite. Et on a un écran ici qui est en train de démarrer. Alors c'est le petit point négatif de cette interface, c'est qu'elle est un petit peu lente à démarrer, mais une fois qu'elle est en place, c'est assez réactif. Franchement, c'est très rapide, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Voilà, hop, air conditionné.
l'application. Et on te retrouve tout. Tu montes? On y va? Il y a le coffre d'abord. Comme c'est un SUV, bien évidemment, on a un grand haillon pour pouvoir accéder au coffre, dont le volume est de 318 litres. Alors, c'est pas énorme, on va se dire, ok, mais ça ne tient pas compte de l'espace qui se trouve sous le plancher. Le volume, comme on le voit comme ici, il est très raisonnable par rapport à la taille du véhicule. En termes de modularité, on est vraiment dans le basique. On a une banquette arrière qui n'est pas coulissante, qui est simplement rabattable 1 tiers, 2 tiers. Bon, t'as fini, tu montes et on parle un peu de l'arrière? Là, j'ai fini. Alors, qu'est-ce que tu penses de cet arrière? Eh bien, franchement, l'espace qui a été un peu perdu dans le coffre, on le retrouve vraiment ici. Et ça, c'est une habitude vraiment des versions chinoises, où les Chinois, ils ont tendance à avoir des empattements très allongés, comme ici, 2,65 m, au profit d'une grande habitabilité. Regardez, j'ai vraiment énormément de place. Fabien est à l'avant, le siège est mis pour lui, et pourtant, regardez un peu l'espace que j'ai pour les jambes. Pareil, énormément de place pour la tête. Et même mieux, il n'y a pas de tunnel central, ce qui me permet de m'asseoir ici au centre de manière tout à fait confortable. Et il y a la place même pour 3. Et c'est là qu'on retrouve la largeur naturelle du véhicule d'1,85 m. Donc c'est vraiment un véhicule à 5 places. Et en plus, le confort, il est vraiment bon. Eh bien écoute, à l'avant c'est exactement la même chose. On est très bien installé, largeur d'épaule, hauteur de tête, avec en plus un bon maintien latéral des sièges que je trouve assez confortable. Je ne sais pas ce que tu en penses à l'arrière, mais en tout cas à l'avant, on a un moelleux assez correct, ce qui fait qu'on est très bien installé. C'est pas fatigant. Je me verrais bien faire des trajets dans cette voiture sans me fatiguer. Dis Fabien, on n'irait pas l'essayer? On est parti. Allez! Fabi, c'est moi ou elle accroche à fond là dans les virages? Elle a un grip du tonnerre. Elle a un grip du tonnerre. Tu aurais même envie qu'elle ait un peu plus de pêche pour aller encore sortir un peu, avec un peu plus d'explosivité en sortie de virage. Mais... Ah mais je t'assure que moi je me fais des abdos et des biceps à l'arrière. Non, c'est chouette, ça pousse. Alors, on arrive ici sur une petite chicane. Reviens Marc, reviens, tu vois, ça a quand même de la pêche avec le couple. Ça va? Ça a quand même du couple, mais ça manque un petit peu de pêche en reprise, en sortie de virage, quand on a une allure un peu plus soutenue. Donc ici, je fais un droite-gauche. Ça grippe à crever. Ouais. Mais est-ce que c'est quand même fait pour aller sur circuit, ce genre d'engin? Alors, c'est pas du tout fait pour aller sur circuit, comme tu peux voir. Mais ça se débrouille bien. Pourquoi? Ouais. Parce qu'on a les batteries dans le plancher. Freinage. Et le freinage est bon également. Rien à dire. C'est pas une sportive comme tu dis. Ah, elle tient. Hein. Elle tient. Bon, là, on a notre petit patinage qui s'est mis en marche. Et au niveau des sensations, tu as quand même beaucoup de sensations dans le volant ou tout ça? Ça va, mais c'est pas exceptionnel. C'est-à-dire que des fois, on monte sur un vibreur, on aimerait savoir où on se trouve sur la route, tu vois, et on se fie à quoi? Aux vibrations dans le volant. Et j'en manque un petit peu. Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est-à-dire que tu as une voiture ultra efficace, mais pas pour le ressenti du pilotage, quoi. J'ai pas ce sentiment, non. Attention, petit évitement. Ça bouge pas. Ouais, fameux. On était à 90. J'ai évité les cônes, donc on a un S. Aucun problème. Impressionnant. Tu veux peut-être essayer? Ouais, tiens. Ah bah alors on justement, s'arrête. On doit s'arrêter là. Pense quoi du freinage? Bon, je pense que tu as bien montré que point de vue dynamique, c'était bon. Mais niveau confort, moi franchement, je suis impressionné. Je trouve qu'en termes d'insonorisation, on a vraiment des bruits de vent qui sont très réduits. Évidemment, le bruit moteur, il n'y en a pas. Et les pneus, qui sont pourtant des pneus chinois hein, là-dessus. Eh bien, franchement, en termes de grippe, tu as montré qu'ils en avaient. Et en termes de bruit, on ne les a pas du tout entendus sur cette journée-ci. Donc, je suis vraiment impressionné. En plus, le siège, moi, je suis bien mis. Bon, j'ai un plus petit gabarit que le tien. C'est vraiment très agréable. La direction, elle est ultra souple.
Bon, elle est absolument pas informative. Et qu'en On penses-tu sent. dans ce virage-ci avec le vibreur par exemple? Attends, on va essayer. Elle a du grip, mais elle manque de ressenti. C'est vraiment la voiture pour monsieur et madame tout le monde. Donc elle fait un bon choix en soi. Elle fait un choix de raisonnable, plus qu'un choix de passionné. Ce que beaucoup de marques n'arrivent plus à faire puisqu'on crée des voitures pour aller sur circuit, pour faire ceci, et ça manque de compromis. C'est quoi là? Ça, c'est la CRS5, le deuxième et prochain véhicule que la marque sino-américaine commercialisera en Europe d'ici quelques mois. D'un gabarit similaire aux Audi Q5, BMW X3 et Mercedes GLC, ce SUV 100% électrique est actuellement en cours d'homologation et ne peut donc pas encore circuler sur la voie publique. Nous remercions CRS France pour leur confiance et pour nous avoir permis d'être parmi les premiers Européens à pouvoir en prendre le volant. En attendant de pouvoir en faire un essai routier détaillé, nous pouvons tout de même vous livrer nos toutes premières impressions, et elles sont diablement positives, avec une finition très haut de gamme, ornée d'une impressionnante tablette de 17 pouces, et surtout une qualité de conduite très bavaroise. Pour les assidus de technique, sachez que la CRS5 peut être livrée en 2 et 4 roues motrices, avec un moteur électrique paresseux. Celui-ci délivre 346 chevaux et 520 Nm. Oui, vous l'avez compris, la variante à 4 roues motrices délivre près de 700 chevaux et plus de 1000 Nm. Le tout avec une autonomie située entre 500 et 550 km selon les normes NEDC. Quant au tarif, il n'a pas encore été définitivement fixé, mais les responsables de la marque nous le promettent comme extrêmement compétitif. Bon, il est temps de revenir à notre modèle du jour, la petite CRS3. Alors Marc, que dire de cette CRS3 sous ce magnifique soleil toulousain? Eh bien, c'est vrai que cette CRS3 s'est montrée un peu perfectible sur certains aspects, notamment l'équipement sécuritaire de sa version de base, sur le volume de son coffre ou encore son agrément lors de la conduite soutenue. Par contre, pour ce qui est du moteur électrique, de sa batterie avec la technologie NMC, mais également la régulation de la température de celle-ci, ou encore son habitacle, sa tenue de route également, eh bien là, on est au niveau des européennes. C'est vrai, et tout ça s'est affiché à un tarif particulièrement agressif. Pensez qu'en France, elle coûte moins de 21 000 € lorsqu'on cumule toutes les aides de l'État. Effectivement. Et tu sais quoi? Eh bien cette voiture, c'est ce qu'aurait dû être la première Dacia électrique en fait. Une voiture électrique accessible pour toutes les familles. Et rien que pour ça, eh bien bravo CRS. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo et je remercie toute l'équipe de CRS France pour nous avoir invités ici sur le circuit d'Albi et nous avoir prêté cette voiture en nous laissant une totale liberté d'expression. C'est le style? Ouais, mais d'habitude il est plus rapide parce que là il pleut plus. On vous remercie également d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, vous savez comment ça marche. Un petit pouce vers le haut, voire même un commentaire. Sachez qu'on répond à chaque commentaire. Si la chaîne vous intéresse, vous pouvez également vous abonner. Et si vous le faites, n'hésitez pas à cocher la petite cloche de notification pour être prévenu quand on sortira notre prochaine vidéo. Vous pouvez également retrouver la pause garage sur les réseaux sociaux et sur notre blog ici en dessous. Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à vendredi prochain et d'ici là, soyez prudents sur les routes.